Bonjour, Isabelle Milabé de l'Université de Nice, l'APCOS. Je vais tout d'abord vous remercier pour votre présence un samedi matin, c'est pas rien. Et puis je vais remercier bien évidemment les organisateurs qui ont pensé à la psychologie sociale dans le cadre de leur cycle de conférences. Et je suis ravie de pouvoir y participer et de vous parler. Alors, pour ceux qui étaient avant, on change d'univers. Ça va pas être plus drôle, mais on change complètement d'univers. Et l'idée pour moi, c'est ici de vous parler d'un petit cycle de recherche qui porte sur l'impact des stéréotypes via un biais tout particulier dont je vous parlerai bien évidemment pour le définir juste après. Et l'impact des stéréotypes et sa réplication dans un contexte français et également dans un contexte qui implique des robots sociaux. Une petite compilation un peu étrange peut-être, mais c'est un travail qui est un travail interlaboratoire, interdisciplinaire. Il y a de l'économie comportementale, de l'ergonomie et beaucoup de psychologie sociale. Et puis, il y a surtout une personne extrêmement importante, Dale David, qui est la leader de ce projet, qui a initié ça quand elle était en thèse ici à Nice, et elle est maintenant maîtresse de conférence à Rennes, et elle a travaillé sur l'anthropomorphisme des robots sociaux. On lui doit beaucoup pour ce que je vais vous présenter ce matin. Alors, de quoi je vais vous parler? J'y contextualise en quelques mots. Ce dont je vais vous parler, ça s'inscrit, même si je vais vous parler de robots sociaux, dans les relations, dans les interactions d'humain à humain et comment ces interactions que l'on connaît, elles sont répliquées, réplicables, observées dans les relations d'humain à robot. Alors, je ne vais pas refaire toute la psychologie sociale et une centaine d'années de recherche, mais en gros, on sait que les relations humaines, eh bien, entre les groupes, conduit déjà à des perceptions, à des catégorisations, et puis à des effets qui vont être à l'avantage de notre propre groupe plutôt que de l'autre groupe, etc., etc. Et c'est dans ce contexte, je vais vous présenter juste une ou deux études préalables, que des chercheurs se sont intéressés aux stéréotypes liés à la couleur de peau et comment la couleur de peau pouvait être associée à un sentiment de menace. Et Payne, dans les années 2000, il y en a eu plein avant, il y en a eu plein après de ce type d'études, mais celle-ci est assez marquante, puisque l'idée, c'était de présenter un visage blanc et de voir quelle est l'association qui est faite à ce visage quand on propose des objets. Certains sont menaçants, d'autres ne le sont pas. Le menaçant, c'est bien évidemment une arme. Non menaçant, c'est un outil, par exemple. Et lorsque l'on présente un visage, que l'on fait une amorce à un visage blanc, eh bien, quelle est l'association qui est faite par les participants-participantes? C'est une association avec un objet non menaçant, tel qu'un outil. Alors que quand les participants-participantes sont amorcés avec un visage d'une personne noire, alors l'association se fait plus rapidement, avec plus d'exactitude, avec l'objet arme. En d'autres termes, les auteurs ici, avec ce type d'études et répliqués, je vous dis, avec d'autres protocoles, d'autres façons de faire, on voit une association qui est assez claire entre la personne de couleur de peau noire et le sentiment de menace. Ce sont des travaux de ce type-là qui indiquent, qui donnent la place du stéréotype, ici de couleur de peau, et les conséquences de ces stéréotypes sur nos jugements. Alors ici, ce n'est pas des jugements, c'est sur nos comportements, mais on le voit ailleurs dans d'autres travaux, sur les jugements, sur les émotions, etc. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a initié le programme dont je vais vous parler. Et pour que l'on soit tout à fait d'accord et qu'on se comprenne quand on parle de stéréotypes, je vais juste m'assurer de petites définitions, un petit rappel de définition dans le contexte de la psychologie sociale. Qu'est-ce qu'on appelle un stéréotype? Déjà, le stéréotype, il renvoie aux attitudes que l'on a à l'égard des groupes. Ce sont les attitudes intergroupes. Et les stéréotypes, c'est une des composantes de ces attitudes et c'est la composante qu'on va appeler cognitive. Cette composante, finalement, signifie
ce que l'on pense à l'égard d'une personne ou d'un groupe en raison de son appartenance. Et donc, ce sont ces croyances qui nous conduisent à leur attribuer des adjectifs, traits de personnalité, des comportements, etc. La dimension, la composante affective de ces attitudes, c'est ce que l'on appelle les préjugés. Donc, vous voyez, ce sont deux choses différentes, même si tour à tour, assez souvent, on utilise les deux termes l'un pour l'autre, mais c'est pas exactement le cas. Et le préjugé, c'est donc ce que l'on ressent à l'égard de la personne ou du groupe. Enfin, la composante comportementale, c'est celle de la discrimination, ce que l'on fait, mais si le stéréotype et le préjugé peut être positif ou négatif, la discrimination, comme vous le comportez, elle peut être à l'occasion une discrimination positive, mais globalement, c'est ce que l'on va appeler un comportement qui se différencie et qui différencie donc les personnes et généralement est un comportement défavorable. Donc, en ayant ces éléments en tête, j'en viens aux études initiales qui ont été menées par Corel sur cette question du fameux biais du tireur. En fait, Corel et collaborateurs, dans un contexte états-unien, de violence policière, de bavure policière, sachant qu'on est dans un contexte assez particulier, d'où l'intérêt ensuite de faire ce travail dans un contexte français. La législation à l'égard du port de l'arme ou le taux de personnes qui ont une arme, etc., est différent aux États-Unis. Donc, il faudra bien contextualiser l'idée que ces résultats sont dans ce contexte. Et qu'est-ce que se demande Corel? S'interroge sur le dilemme face auquel se trouve le policier, pas au quotidien, pas tout le temps, mais dans certains cas de figure, c'est de devoir tirer ou de ne pas tirer. Et donc, Corel se lance dans un programme de recherche depuis le début des années 2000 et jusqu'encore aujourd'hui pour savoir à quel point l'appartenance de la cible sur laquelle on va tirer ou ne pas tirer, à quel point cette appartenance interfère avec le dilemme du policier dans des situations qu'on va qualifier bien évidemment de complexes et ambiguës. Alors, imaginez bien que les protocoles expérimentaux dont je vais parler sont réalisés en laboratoire, même s'ils sont complexes et ambigus, et on va dire qu'ils sont écologiques, hein, c'est la terminologie utilisée. Pour autant, ils ne rendent pas compte enfin, l'état émotionnel, la complexité de la situation dans laquelle se retrouve vraiment le policier quand il est dans la rue et dans son activité professionnelle. Donc, on reste quand même assez loin de cette réalité, même si on cherche à s'en approcher le plus. Et puis, il faut que vous reteniez aussi que les protocoles expérimentaux, ils vont conduire à ce que l'on donne des consignes qui ne sont pas les mêmes que les consignes qu'ont les policiers in situ, sur le terrain. Donc, les consignes que l'on donne à nos participantes, ou Corel pour commencer, ne sont pas stricto sensu les mêmes que celles qu'ont les policiers. Donc, en ayant tout ça en tête, imaginez la situation suivante. Corel va proposer à ses participantes une panoplie de photos de ce type-là sur écran d'ordinateur. Il va s'agir tour à tour dans des environnements extérieurs ou intérieurs, des halls de gare, etc., de faire apparaître une personne, ce sont toujours des hommes, dans des positions différentes. Ces hommes sont soit blancs, soit noirs. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Et ils portent un objet à la main. C'est soit un téléphone portable, une canette, une barre chocolatée, soit une arme. C'est le cas des deux dernières images. Et pour Corel et collaborateurs, pardon, la tâche qui est demandée aux participantes, c'est de tirer sur une cible armée. La consigne est explicite, on ne tire que si la cible est armée. Mais il y a une autre consigne, vous comprenez bien que c'est pas exactement que formulé comme ça pour les policiers, mais il y a une consigne explicite où on va devoir avoir une action de ne pas tirer. C'est pas rien faire. Dans ces protocoles, il y a une consigne explicite d'utiliser une touche pour
ne pas tirer lorsque la cible n'est pas armée. Ils utilisent pour cela ce type de procédure qui relève de la théorie de la détection du signal, un point de fixation, une image qui arrive à l'écran. Le temps de présentation de cette image est variable pour qu'il n'y ait pas une anticipation trop forte de l'arrivée de la cible. Il y a une cible qui apparaît à l'écran et le participant, la participante doivent faire le choix de tirer si la personne est armée, de ne pas tirer si la personne n'est pas armée. Ici, la personne a dû tirer ou pas tirer, alors que donc il a une canette, la personne a dû tirer. Donc, il y a eu erreur dans ce cas de figure, puisqu'il y a eu erreur, eh bien, on va pouvoir détecter le fait qu'il a tiré sur une personne noire qui n'a pas d'arme à la main. Donc, bien évidemment, il y a beaucoup d'essais de ce type-là. Dans l'étude de Corel, il y a eu des variations, mais on varie entre 64 et 128 expositions de ce type de situation. Qu'est-ce que Corel observe dans ses études et de façon répliquée? Attendez, je fais une grande manœuvre. Corel et collaborateurs recueillent des résultats sur deux variables dépendantes, deux mesures si vous préférez. Une mesure qui est le temps de latence. Combien de temps est-ce que l'on met pour tirer ou pour ne pas tirer? Et puis, il y a une autre réponse, une autre variable. Ce que l'on mesure, c'est l'exactitude de la réponse. Est-ce que je me suis trompée, j'ai tiré alors qu'il ne le fallait pas, ou inversement? Et les résultats qu'ils observent sont en gros les suivants, c'est que en fait les participantes de ces études sont plus rapides à tirer sur une personne noire armée que sur une personne blanche armée. Donc je vois une personne, elle a une arme à la main, mais je vais plus vite pour lui tirer dessus quand elle est noire que quand elle est blanche. Par ailleurs, ce qui fait le biais du tireur aussi, c'est qu'il y a le temps qui est mis pour ne pas tirer. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est que le temps est plus lent, on met plus longtemps à décider de ne pas tirer sur une cible noire non armée que sur une cible blanche non armée. Il faut que ça soit bien en tête. Si vous l'avez en tête, je poursuis avec sur oh, j'ai fait un copier-coller malheureux sur l'exactitude de la réponse. Et qu'est-ce que l'on observe? On observe des fausses alarmes. Qu'est-ce que ça veut dire des fausses alarmes? Ça signifie que les personnes noires subissent davantage d'erreurs de tir que les personnes blanches. On se trompe plus souvent à tirer et ne pas tirer quand la personne est noire que quand la personne est blanche. C'est cet ensemble-là qui fait le biais du tireur. Comment l'explique Corel et collaborateurs? Ils disent, voilà, quand on est dans une situation de happer de l'information, une information nous parvient. Tout d'abord, il y a la perception de la cible. Cette cible, elle va être catégorisée. Ici, elle est catégorisée comme étant une personne noire et elle est immédiatement, simultanément, associée à un stéréotype. Le stéréotype de la personne noire aux États-Unis, c'est d'être un voleur de voiture et qui se traduit par des adjectifs comme, alors athlétique, mais dangereux et pauvre. Le stéréotype qui a été associé à cette cible conduit à cette perception de menace, cette association personne noire arme, et qui conduit la personne à tirer plus vite sur cette personne-ci que sur la personne blanche. Alors, d'autres auteurs, ça a été reproduit aux États-Unis par Corel et quelques autres auteurs, et Barnett et collaborateurs ont décidé en 2018 de répliquer, d'adapter la tâche du dilemme du policier au robot social. Donc, ils ont identifié un robot, Nao, et ils l'ont colorisé sur la base d'une gamme de couleurs de peau. Et à partir de là, ils ont identifié ce qui était reconnu par un public américain comme étant blanc
ou comme étant noirs. Alors vous allez me dire, franchement, l'intérêt d'introduire des robots sociaux. Franchement, on voit bien un policier tirer sur une personne, ne pas tirer, les risques, etc. Les robots sociaux au quotidien dans les rues, même de New York, c'est pas fréquent. Certes, c'est une réalité pour autant ce que l'on sait, c'est que grâce aux travaux notamment de Dale David, ce que l'on sait, c'est que les robots, ils entrent dans nos quotidiens de plus en plus et de plus en plus vite sans qu'on en ait la maîtrise, sans qu'on sache finalement qu'est-ce qu'est-ce qu'ils évoquent, à quel type de catégorisation et de stéréotypes ils sont associés, et donc les comportements qui en découlent. Donc, s'interroger quand Barnett et ses collaborateurs s'engagent dans ce type d'études, finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils s'interrogent, ils interrogent la conception des robots sociaux qui entrent dans nos quotidiens et les politiques qu'il faudrait mettre en place pour leur introduction et une introduction intelligente et maîtrisée. Ces robots, ils ressemblent à ça. Il ne s'agit pas de bras mécaniques, hein. Un robot, je vais le définir juste après, mais ce sont ce type de robots qui rentrent dans nos quotidiens, je disais, dans le domaine de la santé, du service, de l'accueil. Ici, c'est un robot, on ne voit pas bien, c'est très pixelisé, mais c'est dans un grand hôtel japonais et le robot en question est très humanisé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un robot social? Puisque ce n'est pas un robot, c'est pas l'aspirateur qui marche tout seul dans votre salon. Un robot social, ça ressemble à ces robots et à bien d'autres, et ça a une capacité d'interaction, ce que n'a pas votre aspirateur, un certain degré d'autonomie et un certain degré d'anthropomorphisme, hein, de ressembler sur une dimension des émotions, des capacités et du physique, de plus ou moins ressembler à l'humain. Et on a pu, grâce à certains travaux déjà réalisés, observer que, vous vous souvenez, ces relations, ces interactions humain-humain, eh bien, elles sont reproduites d'humain à robot. Par exemple, on a pu voir des catégorisations sociales, on a pu voir des biais de favoritisme intragroupe. Qu'est-ce que ça signifie? Quand je sais que le robot, il appartient à ma nation, eh bien, j'ai tendance à le préférer et à avoir des comportements plus amènes, plus cordiaux à leur égard que si je sais qu'ils appartiennent à une autre nation. Je vous passe les détails sur les stéréotypes de genre qu'on engueule davantage. Un robot féminin quand il ne correspond pas à la tâche que l'on pense qui devrait lui être accordée comparativement à un robot masculin. Bref, vous avez compris que ce n'est pas un fantasme de chercheur complètement halluciné que ce Barnett, quand il reconduit ses études avec des robots sociaux, même si le dilemme du policier est un peu outrancier comme façon de tester les, ces effets de stéréotypes à l'égard des robots. Donc, c'est bien dans ce contexte-là que Barnett et collaborateurs reproduisent l'étude avec les mêmes images que Corel et qu'il introduit ces robots et qu'il observe quoi? Un biais du tireur. C'est-à-dire qu'il observe les mêmes effets que présentés précédemment. Je tire plus vite et avec moins d'erreurs sur un robot noir que sur un robot blanc lorsqu'il est armé. Et ça, je l'ai dit, c'est observé dans un contexte américain avec ce que j'ai rappelé précédemment, et c'est observé sur un seul et unique robot qui est Nao. Et c'est dans ce contexte-là que Dale nous a dit, écoutez, il y a un truc à faire là, parce que dans le contexte français, c'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Et au vu de ce que l'on sait grâce à sa thèse, comment les participantes vont se comporter à l'égard des robots quand ils sont plus ou moins humanisés, anthropomorphes. Donc, il s'agissait bien de reproduire, répliquer ce type d'études
avec ces éléments en tête. Ce qui nous a conduit à un programme de recherche, ça paraît tout petit, 3 études, vous allez voir, oh là là, ça a été assez difficile, 3 études que je vous présenterai ensuite, en vue de tester l'hypothèse globale en cascade sur, je ne vais pas présenter le détail des hypothèses de chacune des études, mais en gros, c'était de dire, voilà, avec cette cascade d'études, l'idée, c'est de se dire que les stéréotypes qui vont être associés à la violence suscitée par la cible, soit parce qu'il est très anthropomorphe, soit parce qu'elle est noire, soit parce qu'elle a une arme, soit parce que c'est le tout, et la perception de menace qui va y être associée, tout ça, ça devrait favoriser, dans notre dernière étude, la mise en évidence, l'émergence du biais du tireur. Avant de commencer les études, il a fallu qu'on identifie des robots. On en a identifié 4, 4 qui sont... j'ai vraiment un problème avec le fil. On a identifié 4. Il existe un catalogue des robots par cadran et dans chaque cadran, on a identifié un robot, on a prétesté, on les a décolorisés pour ensuite leur attribuer la couleur de la palette de couleurs de peau identifiée par Barknet. Donc, tous nos robots ont repris les couleurs de blanc, noir, comme dans l'étude de Barnett. Et on s'est lancé avec ce matériel dans une étude pilote. Les 2 premiers objectifs, je vais aller très vite, sont des objectifs de vérification de la qualité de notre matériel expérimental. Et je viendrai au dernier objectif de cette étude qui m'intéresse ici, c'est la perception de la couleur et puis l'association de ces couleurs à une origine. Bref, pour ce qui est des 2 premiers objectifs, les robots ont bien été évalués comme étant plus ou moins anthropomorphes tels que nous les avions identifiés. Donc, je vous passe les détails. Et puis, en dépit du fait que vous ne devez pas très très bien voir, eh bien, les participants identifiaient bien l'objet que le robot porte en main et faire la différence entre une arme et une canette de soda. Voici maintenant l'objectif de l'étude pilote qui nous intéresse davantage, c'est de savoir si eh bien, on pouvait identifier que ce robot, on pouvait le qualifier de blanc et celui-ci de noir, et ensuite de voir l'origine. Est-ce que blanc, à quel groupe ça correspond, européen, asiatique, maghrébin, et noir, à quel groupe est-ce que ça appartient? Je vous dis tout de suite, pour ce qui est de la couleur, il n'y a pas eu photo, pas de problème. Le blanc, qui n'est pas vraiment blanc, a bien été identifié comme blanc, et le noir, qui n'est pas vraiment noir, a bien été identifié comme étant noir. En termes d'origine, comment est-ce que ça se passe? On demandait aux participants, on a un tout petit peu modifié la consigne pour qu'elle soit adaptée à notre contexte. On leur demandait si le robot est d'origine africaine, maghrébine, européenne ou asiatique. Ils devaient faire un choix et dire à quel point. Et puis, il y avait aussi, comme dans l'étude de Barnett, une possibilité de répondre « ne s'applique pas ». Je ne peux pas attribuer, il n'y a pas de sens. Donc, qu'est-ce que l'on observe? C'est que les robots noirs ont été majoritairement associés à l'origine africaine. Mais ce n'est pas de fou, hein, ça va jusqu'à 35%. Et puis, la catégorie attribuée qui vient juste après, c'est celle de l'origine maghrébine, ainsi de suite. Pour ce qui est des robots blancs, ils ont davantage été associés à l'origine européenne, puis asiatique, etc. Globalement, on peut dire que ça correspond, même si ce n'est pas extrémisé et très clairement différencié comme dans les études américaines. Globalement, le robot noir a été associé à l'origine africaine et le blanc à l'origine européenne. Et cela, c'est d'autant plus vrai que l'anthropomorphisme du robot augmente, c'est-à-dire on attribue d'autant plus selon ces informations, selon l'origine, selon l'anthropomorphisme, l'augmentation de l'anthropomorphisme du robot. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est le résultat qui vient ensuite. C'est le ne s'applique pas.
Dans les études anglo-saxonnes, américaines essentiellement, qu'est-ce que l'on voit, notamment dans les études de Barnett? Eh bien que le ne s'applique pas est assez peu utilisé, 10 à 11%, c'est pas rien, mais comparativement à notre 42 à 62% selon le robot, c'est-à-dire que la plupart des participants, en fait, n'ont pas pu appliquer une origine au robot, en dépit du fait que quand ils le font, eh bien, le robot noir est plutôt d'origine africaine et le robot blanc européenne. Mais il y a un pourcentage de ne s'applique pas qui n'a rien à voir à ce que l'on observe dans les autres études. Je vais très vite pour vous dire en gros la couleur, tout ça, bon, très bien. Mais ce que l'on observe, c'est que si le robot noir a bien été le plus largement associé à l'origine africaine, on voit bien qu'il a pu être associé à d'autres origines et donc on peut supputer que cela a déclenché d'autres stéréotypes, plusieurs stéréotypes, sans que l'on puisse en avoir la maîtrise. De même pour les robots blancs. À cela s'ajoute le fait que la plupart des participants, ou le plus souvent, ça ne s'applique pas. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Est-ce qu'il y a un biais de désirabilité sociale, tout particulièrement dans un contexte français, et que on ne se permet pas, on ne s'autorise pas à faire des afférences d'appartenance à une origine sur la base de la couleur de peau, alors qu'aux États-Unis, c'est très tranché, on est afro-américain ou américain caucasien ou latinos, bien sûr, il y a d'autres catégories, mais c'est extrêmement tranché. Ce n'est pas le cas ici. Et pour ça, on n'a pas des éléments d'information parce qu'il y a très peu d'études interculturelles comparatives entre les États-Unis et les pays européens sur cette question. Alors, en dépit de tout ça, eh bien, on a décidé de maintenir notre matériel, c'est-à-dire notre robot noir, et il est noir, mais il ne conduit pas forcément aussi fortement à l'attribution d'une origine qu'on le voyait avec les études de Barnett, etc. Bon, on a quand même décidé pour pouvoir répliquer et avoir un élément de comparaison, c'est-à-dire les résultats de Barnett. Donc, dans l'étude 1, suivant c'est l'étude pilote, eh bien, on voulait voir à quel point il y avait un sentiment de menace associé à nos cibles. Et l'idée étant que le biais du tireur repose véritablement sur le poids du stéréotype négatif et de la menace perçue. Donc, ici, on va séparer l'étude en deux objectifs. Un objectif qui est de tester l'anthropomorphisme et la couleur croisée, savoir si l'anthropomorphisme et la couleur exacerbent le sentiment de menace. Il y avait plusieurs types de menaces, etc. Je passe sur les détails, je vais aller sur les grandes lignes des résultats. Et puis, on va chercher à identifier les stéréotypes et préjugés des Français au-delà de nos robots. Premier résultat, vous imaginez bien, c'est toujours la même chose. Pardon, j'ai oublié de dire que cette étude, comme la première, est en ligne et que ce sont des participants, hommes, femmes, etc., d'âges différents. Donc, ils ont affaire à ces robots et pour chacun de ces robots, eh bien, ils doivent se prononcer sur la perception de menace. Il y a 10 items qui sont séparés en différents types de menaces, mais les scores globaux sont identiques aux scores détaillés. Qu'est-ce que l'on voit ici? Ici, ce sont les robots blancs. Ici, ce sont les robots noirs. Et en fait, c'est l'anthropomorphisme qui augmente. Faible, un peu plus, jusqu'au robot le plus anthropomorphe, qui est le robot 4. Et qu'est-ce que l'on observe en fait? C'est que c'est pas la couleur qui induit le sentiment de menace. Ce qui produit le sentiment de menace ici, c'est, vous voyez, ça augmente. Ce qui conduit au sentiment de menace, c'est l'anthropomorphisme des robots. Plus il est anthropomorphe, plus on se sent menacé au-delà du fait qu'il soit blanc ou noir. Toujours sur ce public de Français. Pour ce qui est des stéréotypes et préjugés, pareil, il y a une panoplie et plusieurs types de stéréotypes de mesures ici, mais qu'est-ce qu'on a fait? Il n'y a plus besoin des robots ici. C'est comme si les participants rentraient dans une deuxième étude. Il n'y a plus de robots. On leur demande de se prononcer sur les groupes suivants. Et bien évidemment, ce qui nous intéresse, c'est asiatiques, européens,
africains et maghrébins, puisque c'est ceux qui étaient utilisés pour l'attribution d'origine dans l'étude précédente. Mais pour noyer le poisson, on leur demande aussi de se prononcer sur les femmes, les chômeurs et les délinquants. Et qu'est-ce que l'on observe sur les groupes qui nous intéressent, les groupes critiques? Eh bien, c'est que le stéréotype le plus négatif, qui est associé à la dangerosité, à la menace, à la violence, eh bien, et idem pour les préjugés, hein, c'est-à-dire que ce que l'on pense et ce que l'on ressent est de même nature ici. C'est le groupe des Maghrébins, plus que le groupe des Africains ou le groupe des Européens et Asiatiques, qui est jugé comme le plus menaçant, le plus agressif, le plus violent. Fort de ces informations, qu'est-ce qu'on retient en gros? C'est que on a un stéréotype extrêmement négatif qui n'est pas celui de la personne noire. La personne noire n'est pas le stéréotype le plus négatif dans le contexte dans lequel nous sommes. Et pour autant, vous vous souvenez, eh bien, le robot, il est davantage associé à l'idée qu'il est africain plutôt que maghrébin. Donc il y a une sorte de décalage entre le stéréotype le plus négatif dans notre contexte français et celui qu'on va opérationnaliser avec nos robots. Donc il y a ce décalage entre les deux, mais encore une fois, pas par fainéantise, ça a été vraiment réfléchi, on a décidé de maintenir le matériel expérimental. Pour notre dernière étude, c'est celle dans laquelle on teste le biais du tireur. Je suis bavarde, je vais essayer de vous laisser le temps de questions. Bon, cette fois-ci, on teste le biais du tireur et c'est plus en ligne. C'est ici, à la MSH, à Nice, que ça a été réalisé, toujours auprès d'hommes et de femmes, sachant que le pourcentage de femmes est plus important. C'est simple, hein, c'est que dans les études, globalement, les femmes répondent plus volontiers que les messieurs, de même que les bas statuts répondent plus volontiers que les hauts statuts. Ils ont autre chose à faire. Cette étude, donc, est en présentiel et les participantes sont placés devant un ordinateur comme dans les études que l'on a vues précédemment. Et les consignes sont les mêmes, c'est tirer sur la cible lorsqu'elle est armée et utiliser une autre touche, ne pas tirer lorsqu'elle n'est pas armée. Et comme dans les autres protocoles, je ne l'avais pas précisé, mais ça va être important ici, eh bien, dans ces protocoles et suivant la théorie de la détection du signal, il y a une incitation à tirer. C'est ça qui va permettre de gagner des points. Si je tire bien comme il faut sur une cible armée, je gagne 10 points. En revanche, si je ne tire pas sur une cible armée, je perds 40 points. Hein, c'est ce qu'on appelle une incitation à tirer. Gardez ça en tête. Le protocole est le même, sauf qu'on a ici pas une manette, mais un clavier d'ordinateur. Les mesures que l'on retient sont les mêmes que les auteurs, temps de latence et exactitude de la réponse. Je ne vais pas vous mettre des schémas compliqués, des chiffres, de temps de latence. Vous voyez, ça, c'est simple. Les résultats ne montrent pas de biais du tireur. C'est-à-dire que ce qu'on observe de façon récurrente dans les autres contextes, avec le matériel qui est le leur, le même, avec ce que j'ai évoqué comme décalage, comme limite qu'il peut y avoir ici, eh bien, on n'observe pas le fait que les participants tirent plus vite sur les cibles noires armées que sur les cibles blanches armées, et ainsi de suite, pour les temps de réponse. Qu'est-ce qu'il en est de l'exactitude des réponses? J'ai retenu 4, avec Dale, hein, parce qu'elle a toujours été là pour m'accompagner dans cette présentation. J'ai retenu 4 résultats principaux, et d'une part, d'une façon générale, c'est-à-dire que je ne m'occupe pas du fait que toute cible confondue, qu'elle soit armée, robot, humaine, etc., on observe un biais conservateur qui n'est pas observé dans les études anglo-saxonnes. Qu'est-ce que ça veut dire, un biais conservateur? C'est que les participantes ici se montrent prudents. Ils ne tirent pas tout azimut, ils ne tournent pas, ils tirent peu. Donc les participants ont tendance généralement à ne pas tirer et ils font moins d'erreurs de cible à l'égard moins d'erreurs de tir à l'égard des cibles noires qu'à l'égard des cibles blanches.
Quand on, comme ça, on s'occupe, c'est les robots, les armes, etc. On s'intéresse uniquement aux cibles humaines. Qu'est-ce que l'on observe dans ce cas de figure? On observe un nombre plus important d'erreurs de tir à l'égard des cibles noires. Ici, en fait, les participants, ils ont tendance à tirer sur les cibles noires non armées plus que sur les cibles blanches non armées. En fait, c'est ce que l'on appelle une fausse alarme et c'est un des critères du biais du tireur. C'est-à-dire que globalement, on n'observe pas le biais du tireur, mais on observe des prémices de biais du tireur ici. Pour les cibles robots, qu'est-ce que l'on observe? On observe un nombre d'erreurs de tir à l'égard des robots blancs, inversement de l'effet traditionnel, classique, complètement à l'envers. Les participants ont tendance à davantage tirer sur les robots blancs non armés que sur les robots noirs non armés. C'est ce qu'on appelle aussi une fausse alarme, mais ça va exactement dans le sens inverse du biais du tireur. Et enfin, dernière chose intéressante à retirer de ces résultats, de cette étude, c'est quand on compare ce qui se fait à l'égard des robots et des humains. Vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai dit que globalement, si on regarde l'ensemble, il y a un biais conservateur, c'est-à-dire que les participantes sont plutôt prudents. Mais quand on regarde dans la comparaison avec les humains, qu'est-ce qu'on voit? Un biais libéral. Ce biais libéral, ça veut dire que on a tendance à davantage tirer sur les robots qu'on ne tire sur les humains. Ce que je résumerai ici, c'est en gros, on n'observe pas de biais du tireur. Et quand on observe des résultats, ils sont tour à tour contradictoires. Donc, sur le temps de latence, pas de biais du tireur. Sur l'exactitude, eh bien, pas vrai nombre non plus de biais du tireur. Alors, vous allez me dire tout ça pour ça. On y a passé un temps fou. Je prends même le temps de venir vous le présenter. Vous prenez le temps d'écouter tout ça. Vous allez me dire, mais alors, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est quand même de montrer ici que, rappeler, comme c'est le cas dans la littérature, d'observer qu'en France, le stéréotype négatif et le plus négatif, c'est la personne que l'on attribue à une origine maghrébine. On a observé aussi une faible inférence de l'origine à partir de la couleur. C'est le ne s'applique pas. On a observé un sentiment de menace qui augmente avec l'augmentation de l'anthropomorphisme du robot. On a vu un biais global de conservatisme quand il s'agit de tirer, c'est-à-dire un biais de prudence, je ne vais peut-être pas appeler ça un biais, de la prudence, là où on n'en voit pas dans les études anglo-saxonnes. Et en revanche, on a vu qu'on tire quand même davantage sur les robots que sur les personnes. Et puis, on a vu ce résultat complètement contradictoire à propos des robots blancs, etc. Alors, à partir de là, ce qu'on doit comprendre, c'est que une étude, deux études, trois études, ça suffit pas. Il faut les répliquer et les répliquer encore, et sur des effectifs satisfaisants. La collègue avant disait, waouh, 4800 papiers, et sur les 4800 papiers, il y en a 14 qui ont été identifiés de qualité suffisante. Malheur, mais c'est pas possible. Et là, je vous promets que même s'il y a des limites, tout est fait dans les canons avec les précautions méthodologiques suffisantes et un effectif qui a été validé en amont et respecté dans la passation. Donc il faut répliquer, et puis il faut répliquer dans d'autres contextes. C'est-à-dire que si je veux savoir comment je dois introduire les robots sociaux dans un contexte français, dans nord-africain, asiatique. Qu'est-ce que j'introduis comme robot pour y faire quoi? C'est-à-dire la fonctionnalité. Est-ce que c'est pour des soins? Est-ce que c'est pour une vieille personne? Est-ce que c'est pour un service? Et que on va devoir ajuster, ou on devrait souhaiter ajuster l'apparence et ce que l'on prête
comme appartenance au robot pour être sûr de savoir quel type d'effet on est en train de susciter et de savoir qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que au travers le robot, le robot social, je veux apprendre l'altérité, la différence, et donc savoir que, eh bien, ces différences ne font pas la compétence, l'expertise, l'amabilité, etc., puisque je vais avoir appris la différence de couleur de peau, d'appartenance, etc. Ou est-ce que je veux maintenir ces rapports et me dire, ah oui, quand il y a une femme et qu'on lui demande, un robot social femme, et qu'on lui demande des soins et d'être gentil, eh ben, ça va être plus efficace. Donc, je vais maintenir comme ça. Mais par contre, quand il s'agit d'expertise, hein, de donner le traitement, les médicaments, alors comme l'expertise, elle est attribuée dans nos stéréotypes plutôt aux messieurs, alors je vais mettre un robot qui a l'air d'un beau mâle dominant. Et est-ce que je continue ça parce que ce stéréotype-là fonctionne bien? Ou est-ce que, et donc je prends le risque ensuite, eh bien, de pas respecter une personne humaine parce que j'ai appris non pas l'altérité, mais à renforcer mes stéréotypes, ou est-ce que je dois apprendre l'altérité, mais au risque que ça fasse des bavures, comme on l'a vu avec les études de Bartlett, mais qu'on n'a pas vu dans notre étude à nous. Donc, c'est ces réflexions-là qui sont derrière ce type d'études, et je vous remercie pour votre attention. Allô? Ouais, c'est bon. Du coup, on va avoir le temps pour quelques questions. Levez la main si vous en avez une et je viendrai vous approcher le micro. Ah, les femmes d'abord. C'est ma première fois au micro, alors bonjour. Dans quelle mesure est-il possible de savoir à quel point les personnes racisées internalisent les mêmes stéréotypes que vous avez pu observer? C'est celui-ci. Effectivement, c'est l'environnement social, hein, dans le système dans lequel on est socialement inséré, qui va conduire à ce que l'on apprenne ça. Alors, il y a eu tout un ensemble de littératures qui ont montré à quel point, eh bien, les personnes noires de peau aux États-Unis ont appris le stéréotype qui est associé et qui peuvent échouer dans certaines tâches, justement en raison de l'apprentissage de ce stéréotype. Alors, ces études ont été plus ou moins remises en question sur les conséquences en termes de performance, mais qui rendent bien compte, par exemple, que les femmes, même si elles n'y adhèrent pas, elles savent très bien que le stéréotype qui lui est associé, c'est d'être douce, aimable, tout moins, et de ne pas être le leader, puisque le leader, c'est l'homme, c'est d'avoir appris qu'on a une mauvaise orientation spatiale, d'avoir appris qu'on n'est pas bon en mathématiques ou dans les, les disciplines des sciences dures. Et donc ça, on l'a intériorisé, on le sait, mais à quel point on s'en défend et on va avoir des réponses qui vont à l'encontre, ça, il y a tout un champ de la littérature qui s'y est attelé, mais qui a été remis en cause après. Donc, je ne vais pas trop insister. Bonjour. Donc, Bonjour. d'abord, dans un premier temps, merci pour du coup le talk super intéressant. Ma question, ça va être concernant l'interface que les personnes dans l'étude avaient avec du coup l'étude. Comme par exemple, dans le premier étude, si j'ai bien compris, c'était une manette de jeu vidéo. Mhm. Du coup, pour faire le choix, déjà, je trouvais ça intéressant qu'on mettait tiré sur la touche R2, du coup, qui est la touche qui est comment dire, une gâchette, mais c'est le doigt du milieu, souvent. Or, dans une arme à feu, on tirait avec du coup le doigt index.
Donc, je me posais la question si ça avait un effet sur, sur le biais ou pas. Et puis après, une deuxième partie de la question, du coup, ça serait de dire, donc vous avez refait l'étude ici à Nice. Est-ce que, du coup, est-ce que vous avez gardé les mêmes conditions donc avec une manette? Et est-ce que même le fait d'utiliser une manette, écran tactile ou clavier, etc., ou même comme par exemple une manette de jeu d'arcade où il y a des jeux où on tire avec une arme euh, en plastique, est-ce que cela pourrait y avoir des effets sur le biais du tireur aussi? Alors, on peut rien exclure puisqu'on est sur des temps de réponse et ce sont des temps de réponse fins. Euh, mais par exemple, on a vérifié que des joueurs, des personnes qui sont familières avec l'environnement de jeu, n'aient pas des effets différenciés des personnes qui ne sont pas familières avec ça. Il n'y a pas de différence entre les deux. Ce qui me laisse à penser que le fait qu'on ait une manette ou qu'on ait un clavier, ça va peut-être changer le temps global, mais pas l'effet. Par ailleurs, si je dis pas de bêtises, sur le clavier en tous les cas, on a alterné, c'est-à-dire il y a eu un contrebalancement de la touche qu'on utilisait pour tirer ou ne pas tirer, pas au fur et à mesure des essais pour un même participant, hein, mais selon les participants. Donc, je dirais que la probabilité, elle est faible. Si elle existe, je pense que les résultats qu'on observe, ils se trouvent probablement ailleurs. Mm. Question suivante. Oui, bonjour. Je souhaitais vous remercier pour cette excellente présentation. C'est toujours un plaisir d'entendre vos travaux. Et Il est bête, c'est Romain, je le connais. Merci Romain. ouais, je t'en prie, vraiment, c'était chouette. Et juste sur le fait que ce soit le doigt du milieu ou le doigt du haut, j'imagine que comme la comparaison est intra, en fait, l'erreur systématique Ouais. qui serait induite par le fait d'utiliser un doigt ou une touche Mm. s'appliquerait de la même manière au sein des participants. Et donc, du coup, la C'est comparaison ça. intra euh, ne serait pas impactée Ouais. par ce type d'erreur. J'avais une question par rapport éventuellement aux futures directions de recherche de ce projet. Notamment, est-ce que tu envisages de tester des modérateurs différents? Et je pensais notamment, comme tu l'as très bien dit, le cadre français particulier au niveau législatif sur l'usage des armes. Et donc, la situation que vous montrez au niveau expérimental, elle s'apparente plutôt à de la légitime défense, donc le Mm. 122.5 du Code pénal, et le cadre légal d'usage des armes des policiers et des gendarmes en France, c'est la L435-1 du Code de la sécurité intérieure qui définit 5 cas bien particuliers. Et je me demandais si c'était envisageable expérimentalement de modifier en fait le matériel de telle sorte que qu'on puisse voir s'il n'y a pas un effet aussi de ces différents cas, avec peut-être le fait de montrer qu'il y a des cas qui sont plus ambigus et qui pourraient laisser peut-être plus de marge d'interprétation. Et on sait très bien que l'ambiguïté, c'est la grosse porte d'entrée des stéréotypes dans le comportement. Ouais. Ouais. Alors, si tu veux, là, ça va au-delà des robots sociaux et du questionnement sur l'introduction des robots sociaux et leur conceptualisation. Donc, l'idée avec Dale et toute l'équipe, c'était quand même d'aborder cette question au-delà même du biais du tireur. Alors, je vais te faire plusieurs réponses. C'est qu'on adorerait poursuivre, mais ça, il faut des gros budgets et un énorme soutien que on a eu, hein, attention, l'Académie 5 nous a aidé et financé, mais non, enfin, c'est trop l'enfer. Rien que pour coloriser les robots, ça a été des semaines et des semaines de travail. Donc, vraiment, il faudrait beaucoup plus de soutien. Ça voudrait dire aussi d'abord de repartir à zéro parce que dans cette conception qui était la nôtre de quand même répliquer, de partir du point de départ, on a souhaité retenir des images qui sont celles de Corel qui datent de 2002 et en termes de qualité, de tout, de présentation, tout ça,
Ça serait à refaire. Il faudrait que ce soit davantage sous forme de jeux vidéo. Il faudrait, tu vois, plutôt que des images exposées, mais il faut aussi le contrôle de beaucoup de facteurs. Donc, il faudrait une très grosse équipe. Il faudrait la possibilité d'avoir différents types de publics, et notamment comme Corel, parce que pour répondre à une partie de ta question, c'est moins tant le protocole de qui participe à l'étude. Et notamment Corel, ils ont fait participer des policiers en formation et des policiers expérimentés après la formation. Et en fait, tu vois, ils sont pas dans un contexte comment dire, qui est leur quotidien. Et on voit que la formation, ça a un effet global sur la prise de décision de tirer ou de pas tirer, mais ça change rien au biais du tireur. C'est-à-dire qu'ils ont été formés à ça, et pour autant les policiers formés vont faire montrer, manifester un biais du tireur. Donc, tu vois, il y a tout ça. Je pense que avant d'amener sur un terrain encore plus écologique, etc., il y a des perfectionnements à envisager sur l'ensemble du protocole. Mais là, on n'est pas prêt, on est rincé. Je vais me permettre une question, c'est OK avec tout le monde, parce que j'ai suivi du coup aussi la conférence. Vous avez trouvé, l'un de vos résultats, c'est que l'anthropomorphisme, lui, pour le coup, avait permis une perception de la menace plus élevée en fonction justement du niveau d'anthropomorphisme. Est-ce que vous avez étudié les raisons pour lesquelles plus un robot ressemble à un humain, plus on le perçoit comme une menace? Alors là-dessus, il y a des résultats qui vont au-delà même de ceux de Dale, et ce que l'on appelle la vallée de l'étrange. Et en fait, les robots qu'on a utilisés, ils se situent tous en dessous de cette vallée de l'étrange. Qu'est-ce que c'est que la vallée de l'étrange? C'est que il arrive à un moment où le robot, eh bien, il est tel qu'il ressemble à un humain, mais il est plus plastique, il manque de mobilité. En fait, il devient le robot Frankenstein. Il fait peur. Il renvoie à ce mythe du robot qui va nous dominer, etc. Il fout tellement la trouille que là, il y a un effondrement sur toutes les dimensions. Et puis, ça remonte quand il redevient, mais qu'il ressemble, que c'est quasiment un humain, c'est-à-dire que le visage bouge, il y a des rides, et là, donc, qu'est-ce qu'on voit, c'est que jusqu'à la vallée de l'étrange, eh bien, il y a de l'humain, on lui prête de plus en plus des capacités, des aptitudes, etc., sans qu'on est sûr d'en avoir la maîtrise, qu'ils en aient la maîtrise, etc. Et c'est ça qui augmente. Quand il est très peu anthropomorphe, finalement, on a le sentiment, comme un robot mécanique, qu'on en a encore la maîtrise. C'est ça qui participe le plus. Peut-être le temps pour une dernière question, si jamais il y en a une. Je m'associe à Romain pour te féliciter pour cette très belle présentation. Moi, j'avais une question assez simple. Enfin, tu as dit à 2 reprises, malgré ces résultats, on a choisi de poursuivre avec notre matériel. Ma question, c'est pourquoi? Et est-ce que ce choix n'explique pas en partie les résultats parfois un petit peu étranges que vous pourriez Absolument, avoir? tu as complètement raison. En fait, pourquoi? Parce que en ayant eu, grâce à l'étude pilote, par exemple, le robot noir, et qu'on sache finalement que ça ne s'applique pas, si tu veux, on aurait répliqué l'étude et on aurait changé la couleur. Il aurait fallu refaire tout le protocole. On n'aurait plus eu la même couleur que BARCnet. On aurait peut-être eu une association où l'origine aurait été plus claire, mais c'était trop de prospective, trop d'inconnus pour prendre le risque de s'éloigner du protocole de BARCnet et de pouvoir dire, comparativement à BARCnet, sachant que nous, il y a ne s'applique pas, sachant que la dichotomie noir-blanc ne donne pas lieu à une dichotomie. Donc, c'est tout ça qui nous a conduit à ces choix, en prenant le risque, effectivement, que sur la dernière étude, qui est pourtant extrêmement lourde et compliquée, eh bien, on ait des résultats moins limpides. Mais pour autant, ils sont moins limpides, mais ils sont ce qu'ils sont dans ce contexte français, que l'on peut comparer indirectement, hein, mais aux études de Princept. Et c'était ça les choix. Mais ça a été des vrais débats. Hein. C'était des décisions assez difficiles à prendre. Ouais. Merci Damien.
1 minute si jamais il y a une question rapide. Bonjour, merci beaucoup. Moi, ma question, c'était, est-ce que les robots ont été aussi étudiés dans le sens où la perception du genre du robot aurait pu influencer aussi Alors, probablement, et en même temps, je ne sais pas le dire. Mais pourquoi je dis probablement? Ça aurait été intéressant. Dans ce contexte-là, je sais moins. Ce que l'on sait avec les études humain à humain, on sait que, par exemple, il y a une étude de Hinkelbach qui date des années 2010, où tous les participants sont en fait des participantes et elles tirent autant sur les robots, sur les humains que les participants au masculin. Maintenant, quand on a des études dans lesquelles ce ne sont pas des robots, mais ce sont des personnes humaines, on obtient, ça c'est, que je ne dise pas de bêtises, Essen, pardon, et puis un autre auteur, je suis en train de le manger son nom ici, qui montre que on observe également le biais du tireur quand la cible est une femme, mais qu'on a tendance à légèrement, et c'est pas systématiquement le cas, à ne pas tout à fait autant tirer sur une femme que sur un homme. Donc, le résultat est assez ténu, et ça, c'est sur des études où il s'agit de différences entre l'origine et le groupe d'appartenance arabe et la différenciation avec la religion. Et donc, ils ont croisé arabes, musulmans avec c'était leur point de cible critique. Et donc, soit, les cibles avaient un couvre-chef qui est un signe religieux ou pas. Et donc, c'était des hommes et des femmes. Et si j'ai un hijab, on me tire dessus plus que si je n'en ai pas. Et donc, je suis une femme puisque c'est un hijab que je porte. Donc, la probabilité, elle est pas nulle hein, de faire les robots, mais probablement le féminin-masculin, ce qui est plus critique, c'est de l'associer au stéréotype de la tâche, c'est-à-dire que le plus menaçant, c'est des hommes plutôt que des femmes sur le comportement de tir et de violence. Mais par contre, de le différencier, ce que je disais tout à l'heure, sur une expertise, par exemple, une voix. Là, il ne s'agit pas de robots sociaux, mais une voix qui est associée, qui serait féminine, par exemple, associée à une tâche, orientation spatiale, GPS, qui est considérée comme une tâche masculine, eh bien, cette voix féminine, elle se fait davantage engueuler que la voix masculine, parce qu'il y a congruence, ou il y a plutôt non-congruence entre les deux. Donc, je pense que ce serait là plus intéressant de le tester dans ce contexte. Je vous en prie. Merci beaucoup, Isabelle. Encore merci aux organisateurs, vraiment.